Depuis toujours, l'être humain est fasciné par ce qu'il ne comprend pas. Que ce soit l'apparition d'individus venus du ciel ou le retour des morts parmi nous, nous cherchons toujours à savoir si l'inexplicable doit être accepté. Certains y croient, dur comme fer, laissant l'inexplicable tel quel, comme une chose à considérer dans notre vie, alors que d'autres cherchent de leur côté à prouver que les événements mystérieux que nous pouvons vivre peuvent bel et bien être expliqués par la raison et la science. Fascinant le monde entier, certains individus mal intentionnés ou en quête de proposer du divertissement se sont spécialisés dans les événements étranges que nous avons du mal à comprendre. Jeux de lumière, complices, fausses séances de spiritisme, tous les moyens sont bons, surtout pour les personnes mal intentionnées, afin de prospérer au travers de la curiosité du monde. L'inexplicable est aussi parfois la voix de personnes en détresse, ayant perdu un proche. Et quoi de mieux pour un individu malveillant que de faire croire à une mère ayant perdu sa fille qu'elle peut la revoir ou lui parler au travers d'une planche de Ouija. Vous connaissez probablement Ed et Lorraine Warren, deux démonologues mis en avant récemment au travers des films Conjuring, un couple qui a eu affaire à la célèbre poupée Annabelle. En leur temps très connu, ils ont participé à de nombreuses affaires paranormales, que ce soit des cas de hantise d'un lieu ou des cas de possession. Leur approche est souvent la même, l'approche spirituelle, comprenant exorcisme de la personne possédée ou du lieu hanté. Envoûtante, intéressante et intrigante, ces affaires ont fait l'objet de films d'horreur pour effrayer le grand public de nos jours. Néanmoins, il y a une autre personne, un Anglais, spécialisé lui aussi dans le domaine du paranormal, mais plus précisément dans le domaine du psychisme. Son but est simple, non pas libérer une personne possédée ou un lieu hanté, il n'en est pas capable et il l'assume, mais s'assurer qu'il y a bien un cas paranormal et pas une supercherie mise en place pour s'attirer l'attention du grand public. Et pour ce faire, il utilise la raison et la science. Il reconnaît quand il ne comprend pas les événements auxquels il assiste et il met toujours en évidence les raisons rationnelles possibles qui pourraient expliquer la présence d'un événement. Cet homme, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne par le passé, se nomme Harry Price. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'une de ses plus célèbres affaires. Une affaire qui, parmi toutes celles qu'il a réalisées, est celle qui a peut-être fait le plus de bruit. Grâce à cela, il a été connu dans le monde entier, ou en tout cas le monde entier a connu son nom, car l'affaire qu'il a présentée dans plusieurs de ses ouvrages est une affaire qui l'a rendu perplexe et celle qui l'a peut-être aussi le plus troublé. De plus, c'est une affaire qui n'a pas été traitée que par sa propre personne, mais également par le couple de démonologues que j'ai cité un peu plus tôt, Ed et Lorraine Warren. J'espère que cette vidéo vous intéressera. Vous connaissez la chanson, si c'est le cas, je vous laisse vous abonner et liker la vidéo. Je remercie tous ceux qui le feront. Je vous laisse également mon Instagram si vous souhaitez m'envoyer un message là-bas, peut-être une histoire qui vous est arrivée que vous souhaitez que je traite en vidéo, c'est avec plaisir. J'espère que vous êtes installés confortablement après cette petite mise en bouche. Et maintenant, laissez-moi vous raconter l'affaire mystérieuse du presbytère de Borley. Nous sommes au Royaume-Uni, dans l'Essex précisément. Le révérend Harry Bull, fils d'un autre révérend, son père, Edward Bull, est en 1862 le recteur de l'église de Borley. Et il décide de lancer la construction de sa demeure, là où il vivra avec sa famille, le presbytère de Borley. À cette période, c'est la reine Victoria qui est sur le trône du pays. L'époque victorienne apporte son lot de changements au Royaume-Uni. La baisse d'intérêt de la poésie au profit du roman, avec l'arrivée d'auteurs qui aujourd'hui sont bien connus. Charles Dickens, avec ses romans Oliver Twist, David Copperfield, on a l'auteur Lewis Carroll, avec son roman ayant été adapté en un Disney, Alice au pays des merveilles, Oscar Wilde, avec son roman adapté en film et en pièce de théâtre, Le portrait de Dorian Gray, ou encore Sir Arthur Conan Doyle, qui a créé au travers d'une série de romans un personnage qu'on ne présente plus, Sherlock Holmes. C'est d'ailleurs pendant cette période-là, l'ère victorienne, que Londres est officieusement la capitale du monde. Certains tendent même à dire que celui qui dirige Londres contrôle le monde. Le pays connaît son lot d'innovations, avec notamment l'arrivée de la machine à vapeur. Et c'est dans cet environnement, à 1 heure environ de la capitale, en voiture actuelle, qu'est bâti
le fameux presbytère de Borlée. Et il se trouve que la bâtisse a été construite sur un lieu ayant sa propre légende. On raconte que le presbytère a été construit sur les lieux où se situait au XIIIe siècle un ancien prieuré. Un prieuré, c'est une dépendance d'une abbaye, là où un petit groupe de moines se regroupe pour y vivre. Il faut savoir que pour devenir moine, il faut respecter 3 conditions qui sont présentées sous forme de vœux. Le premier est le vœu de chasteté, c'est-à-dire ne pas entretenir de relations intimes avec une autre personne. Le second vœu est un vœu de pauvreté, c'est-à-dire ne pas aspirer à la richesse, ce qui semble logique pour un moine, et le troisième vœu, lui, est un vœu d'obéissance, se vouer corps et âme à Dieu. Et il se trouve, selon la fameuse légende du prieuré, que l'un des moines y résidant n'a pas respecté l'un des 3 vœux qu'il avait réalisés. Effectivement, il entretenait une relation secrète avec une jeune nonne qui vivait dans un couvent situé non loin du prieuré. Malheureusement pour ce couple interdit, le secret a été brisé. Et lorsque cette nouvelle, ce scandale a été révélé au grand public, la sanction a été imminente. Imminente et fatale pour l'un des amants. Le moine, lui, a été pendu et la jeune nonne, elle, a été enfermée entre 4 murs dans la cave du prieuré. On l'avait enfermée pour la punir et elle a été laissée là pour morte, sans qu'elle ne puisse voir la lumière du jour. Sa punition était d'attendre dans la pénombre que la faucheuse vienne la chercher. On raconte que depuis ces événements scandaleux pour l'époque, la zone où se situait le fameux prieuré est devenue un lieu hanté. Le presbytère, si vous ne savez pas ce que c'est un lieu qui sert de résidence à un curé ou à un révérend, peut également servir de paroisse, accueillir des personnes croyantes pour qu'ils puissent pratiquer leur religion. Et bien celui de Borlée a été construit sur ce lieu où s'est passée la légende, le fameux prieuré maudit qui, je pense que vous vous en doutez, après avoir entendu ce qu'on raconte, est chargé d'une histoire sinistre. Reniant toutes les histoires de hantise concernant cette zone dans Borlée, le révérend Harry Boule s'est installé au presbytère avec sa femme, Caroline, qui d'ailleurs elle-même était la fille d'un révérend, et ensemble ils sont accompagnés de leurs 4 enfants. 4 filles. Et très rapidement, après l'installation de la famille au presbytère, tous sont témoins d'événements étranges. Ils entendent des bruits de pas sur le sol. Ils entendent ce même sol craquer. Des bruits de coups se font entendre et semblent venir de l'intérieur des murs. Des bruits de coups tellement violents qu'ils résonnent dans toute la bâtisse. Ou encore, la famille voit des objets se mouvoir comme de par leur propre volonté, en tout cas sans que personne ne s'en saisisse. Et parfois, ces objets volent de part et d'autre d'une pièce. Principalement, dans un premier temps, ce ne sont que des nuisances sonores. Mais rapidement, la famille est témoin de nuisances également visuelles. Ils assistent à des apparitions fantomatiques. Une en particulier, qui est décrite comme étant une religieuse, peut-être une nonne, déambulant dans le jardin, éclairée seulement par la lumière de la lune. Rapidement, les rumeurs d'apparition du presbytère se propagent aux alentours de celui-ci, et donc les plus curieux se sont aventurés jusqu'au presbytère pour voir de leurs propres yeux les apparitions qui étaient décrites. Et eux aussi, ces fameux témoins assistent à l'apparition de la fameuse nonne qui se balade dans le jardin. D'ailleurs, elle semble suivre à chaque fois le même trajet. Donc, ce phénomène-là a été rebaptisé en termes plutôt simples. Les gens appelaient ça la balade de la nonne. Le révérend Harry Boule avait fait construire une résidence secondaire qui donnait directement sur la zone où la nonne fantomatique se baladait parce que lui n'était pas apeuré de cet événement, il en était plutôt amusé, il trouvait ça très divertissant. Par contre, il était quasiment le seul à trouver ça divertissant. La plupart des gens, eux, trouvaient ça carrément effrayant, surtout quand la nonne se manifestait juste derrière une fenêtre du presbytère, parce que ça pouvait arriver de temps en temps qu'elle ne suive pas forcément le chemin sur lequel on la voyait, mais qu'elle se manifeste aléatoirement à une des fenêtres. À la mort du révérend Boule, c'est son fils Harry, qui portait donc le même prénom que son père, qui a pris sa succession, qui est lui aussi devenu révérend, qui s'est occupé du presbytère de Borlée, et il avait la même passion pour tous les événements paranormaux, et on peut dire que sa passion dépassait celle de son père. Il était encore plus intrigué et intéressé par ce qu'il se passait dans sa demeure. Il resta donc sur les lieux jusqu'à sa mort en 1928.
En 1928, il n'y a donc plus personne de la famille Bull qui peut prendre la succession pour gérer le presbytère. C'est donc un nouveau révérend, Guy Smith, qui s'y installe avec sa famille. La première fois que la famille a visité la maison, c'était au moment de leur emménagement. Et la première impression qu'ils ont eue était très mauvaise. Ils ont été très surpris de voir l'état dans lequel se trouvait la bâtisse. Ils s'attendaient à voir quelque chose d'à peu près entretenu, mais ce n'était pas du tout le cas. Des tuyaux étaient cassés, ce qui créait des coupures d'eau. Il y avait des fuites au niveau du toit, et il y avait même des chambres qui étaient tellement insalubres qu'elles étaient inhabitables. Quoi qu'il en soit, la famille est amenée à rester dans les lieux, donc ils décident de se retrousser un peu les manches et de remettre le presbytère en état de tout nettoyer, de tout réparer pour que ce soit le plus confortable possible et pour que la famille puisse vivre une vie agréable. En plus, la demeure était très grande, il y avait un très beau terrain, donc un très beau potentiel. C'était dommage de laisser tout en l'état et de juste partir. La famille a vu une opportunité, ils l'ont saisie et peut-être à leurs dépens. Justement, c'est en faisant un grand nettoyage que Madame Smith a fait une découverte terrifiante. Elle était en train de ranger et de nettoyer un placard, et sous des affaires usées, elle a trouvé une boîte. Une boîte qui était enroulée, pas avec du papier journal, mais vous savez, dans certains cartons, on met une sorte de papier marron pour éviter que les petits objets partent dans tous les sens et se brisent quand ils sont fragiles. C'était ce type de papier-là. Madame Smith a retiré ce papier, et elle a ouvert la fameuse boîte. Et c'est son contenu qui l'a effrayée. Elle a retrouvé dans la boîte un crâne humain. Pourquoi ce crâne était-il là? Personne ne le sait. Et après analyse, car le crâne n'a pas été laissé dans la boîte et caché de nouveau dans le placard, il a été confié à des autorités, il se trouve que ce crâne était celui d'une femme. Une femme qui, selon le médecin qui a analysé le crâne, était jeune. Et est-ce que cela, ça ne vous fait pas penser à quelque chose dont j'ai parlé précédemment? Je pense que vous avez compris où je veux en venir. Continuons. La famille Smith est témoin d'à peu près les mêmes événements étranges que la famille d'Harry Bull. Les bruits de pas, le sol qui craque. Et avec la découverte de ce crâne, Guy Smith, le révérend, pense qu'il a affaire en réalité à un intrus. Il pense que quelqu'un arrive à s'infiltrer dans le presbytère et à se jouer de lui et de sa femme. Donc une nuit, il décide d'essayer de prendre l'intrus à son propre jeu. Il pense que l'individu s'introduit de nuit alors que tout le monde dort, donc lui décide de rester éveillé, assis sur une chaise, armé d'un bâton, et il attend paisiblement en montant la garde. Il a patienté un long moment, mais sa patience a été récompensée. Il a entendu des bruits de pas venir du couloir. C'était très léger, comme si quelqu'un marchait avec des pantoufles sur le sol. Le révérend s'est levé, lentement, voulant prendre l'individu qui s'était introduit dans sa demeure par surprise. Il a suivi le son des bruits de pas, et une fois qu'il était proche de ce son, il a frappé, net. Sauf qu'à sa grande surprise, il a frappé dans le vide. C'est comme s'il avait mis un coup au travers de l'air, tout simplement. Mais ce qui l'a surpris, après avoir mis ce fameux coup dans le vide, c'est que les bruits de pas ne se sont pas stoppés. Ils sont passés à côté de lui comme si quelqu'un en fait marchait, mais n'avait pas fait attention à la présence du révérend. Un autre jour, une servante qui avait été embauchée pour s'occuper du presbytère venait de Londres directement et elle a démissionné au bout de seulement 2 jours. La raison de ce départ précipité était qu'elle avait vu ce qu'il semblait être une nonne se balader dans les bois qui se trouvait juste derrière la demeure. Elle a vu de ses yeux la nonne marcher et disparaître juste derrière un arbre, comme si elle se volatilisait dans l'air. Une autre servante a vu quelque chose de bien différent. Elle n'a pas vu une nonne, elle a vu un carrosse qui semblait être extrêmement vieux, comme si ce carrosse venait d'une autre époque. Quelque chose de très différent des moyens de locomotion utilisés à cette période. D'abord, un peu surprise, mais pas apeurée, la servante a détourné le regard quelques secondes à peine, et en replaçant ses yeux là où se trouvait le carrosse, là, l'engin avait disparu, chose qui était impossible. Le carrosse n'aurait pas pu partir du champ de vision de la servante en quelques secondes, en plus de ça il aurait fait du bruit, et là c'est comme s'il avait disparu d'un coup sec. La servante, après réflexion sur ce qu'elle a vu, a ajouté que les chevaux qui traînaient ce fameux carrosse ne semblaient pas vraiment normaux, ils étaient presque fantomatique, entouré en soi d'une lueur assez trouble. C'est suite à un enchaînement d'événements, le départ de la servante après avoir vu la nonne, tout ce que la famille a vécu dans la maison, plus cette histoire de carrosse fantomatique, que là, la famille Smith a décidé de faire appel à quelqu'un et de demander une aide extérieure. Ils ont contacté un journal, nommé le Daily Mirror, pour être mis en relation avec un cabinet qui porte le nom de Society for Psychic Research, qui est un cabinet, vous allez voir,
assez particulier. Mais avant de mettre en relation la famille Smith avec le cabinet en question, le journal veut s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une supercherie. Donc, ils envoient un journaliste directement sur place pour passer quelques moments au presbytère et confirmer si l'histoire racontée par les Smiths est vraie ou si c'est un canular. Le retour du journaliste est sans appel. Il se passe bien quelque chose de mystérieux dans le presbytère de Borley. The Society for Psychic Research, le cabinet que la famille Smith cherche à contacter. C'est peut-être un nom qui ne vous dit rien. Et bien pour vous en faire une rapide description, c'est une organisation à but non lucratif du Royaume-Uni qui a pour objectif de comprendre les événements et les capacités communément décrits comme psychiques ou paranormaux. Elle se décrit comme la première société à mener des recherches universitaires organisées sur les expériences humaines qui remettent en question les modèles scientifiques contemporains. Cette fameuse société se divise en plusieurs comités, chacun avec sa spécialité, la télépathie, le mesmérisme, la clairvoyance et les apparitions fantomatiques et les poltergeists. Le but de ces comités, ce n'est pas, comme les Warren peuvent le faire, de libérer une famille qui vit dans un lieu hanté ou qui est victime d'un cas de possession. Leur but, c'est de comprendre la provenance de ces hantises, en sachant que parfois ça peut bouleverser nos codes et nos normes qu'on pense très étanches. Et à l'époque de la hantise du presbytère de Borley, un des membres de cette société, c'est Harry Price, un chercheur qui s'est fait connaître et a acquis une certaine réputation, notamment en prouvant la supercherie créée par certains médiums. Concrètement, il arrivait à mettre en évidence les actions réalisées par un médium qui pouvait faire croire à un œil qui n'est pas forcément expert que celui-ci a des capacités spirituelles alors que ce n'était pas le cas. Évidemment, les avis sur cette société sont quelque peu mitigés. Pourquoi? Tout simplement parce que les travaux réalisés par les membres qui la composent bouleversent la norme. Dire que oui, dans tel endroit, il y a bel et bien un fantôme ou un poltergeist, pour les scientifiques les plus rationnels, ceux qui sont le plus terre à terre, et bah ça fait grincer des dents. Mais personnellement, c'est une approche que je trouve assez intéressante. Et dans le cas du presbytère de Borley, après que le témoignage du journaliste ait été envoyé, c'est Harry Price qui est envoyé sur place pour que de son côté, il constate lui aussi s'il y a hantise, événements paranormaux ou pas. Et qu'en fait, tout ce qui se passe peut s'expliquer par des causes naturelles, des choses rationnelles. Harry Price arrive au presbytère le 12 juin 1930. Et dès son arrivée, il assiste à des événements qu'on peut catégoriser comme paranormaux. Mais de manière assez étonnante, les événements auxquels lui assiste sont différents de ce qu'a pu déjà vivre la famille Smith. Par exemple, lui, ce qu'il a vécu, c'est que alors qu'il dînait, son verre d'eau s'est transformé en verre d'encre. Tout de suite en voyant cela, Harry Price pense à l'intervention d'un poltergeist, c'est-à-dire un phénomène paranormal qui s'amuse à faire des bruits, faire bouger des objets, simplement dans l'objectif de perturber les personnes qui vivent dans la demeure qu'il occupe. Et c'est pour dire, dans le cas du presbytère, alors qu'Harry Price fait un peu le tour du propriétaire, plusieurs vases, plusieurs pierres lui sont directement jetés dessus. De plus, une sorte de message, en tout cas ce qui semble être un message, se manifeste dans un miroir, mais malheureusement, le message est illisible. Ces événements sont arrivés uniquement quand Harry Price était présent au presbytère de Borley. Dès qu'il a quitté les lieux, ce type d'événement-là précisément s'est arrêté. Et c'est les autres événements, c'est-à-dire les bruits de pas, tout ce que j'ai pu citer avant, qui ont repris. C'est comme si en fait l'esprit qui était là voulait profiter de la présence de l'enquêteur Harry Price pour montrer qu'il était là, d'une manière un peu plus violente de ce qu'il pouvait faire par le passé. D'ailleurs, ces événements-là étaient si différents de ce qu'il se passait habituellement que Madame Smith pensait que c'était Harry Price en personne qui se jouait d'eux et qui faisait des tours de passe-passe ou que sais-je, pour réaliser justement ce qu'il se passait, alors que ce n'était pas le cas. Par contre, bien que les anciens événements ont repris une fois qu'Harry Price a quitté le presbytère, d'autres événements ont commencé à s'ajouter à la liste. Le révérend Smith, alors qu'il marchait tranquillement, a été surpris d'entendre des chuchotements, vraiment très bas. Il était impossible de comprendre ce qui était dit, et il s'est arrêté d'un coup, nettement, sans qu'on puisse vraiment savoir d'où ça pouvait venir, et évidemment il n'y avait personne aux alentours qui pouvait être la cause de ces chuchotements. Une autre fois, le révérend Smith a vécu une situation un peu similaire en entendant des chuchotements, des gémissements, et il en est sûr, là il entendait la voix d'une femme. Il a essayé de suivre ces bruits, la voix de la femme était de plus en plus forte, et à un moment donné il a pu discerner une phrase
distinctement. La femme a comme crié « Carlo, ne fais pas ça ». Et après cela, le silence est revenu. Au presbytère de Borley, chaque personne qui est passée entre les murs de la demeure a été victime d'un événement paranormal, qui pourrait apparemment s'expliquer plutôt facilement, mais à chaque fois il n'y a pas d'origine. Par exemple, quelqu'un entend des bruits de pas, ça peut être une personne qui passe dans le couloir, sauf que quand on va voir dans le couloir, il n'y a personne. C'est ça qui est sous-entendu dans « ça peut s'expliquer facilement », mais quand on cherche l'explication, en fait il n'y en a pas. Les cloches pour appeler les domestiques sont utilisées alors que personne ne s'en sert. Une servante entend du bruit à l'étage alors que l'étage est censé être vide. Elle s'y rend et elle voit non pas une personne, mais ce qu'elle catégorise comme un fantôme, une sorte d'ombre, qui n'est pas là juste statique devant elle, mais qui déambule entre les différentes chambres qui se trouvaient à l'étage. Le fameux carrosse qui avait été vu et qui avait disparu a été vu par quelqu'un d'autre. Donc quand c'est vu une fois par une personne, on peut se dire c'est peut-être une hallucination, mais plusieurs fois par plusieurs personnes différentes, là le doute commence à s'installer dans nos esprits. Les lumières s'éteignent et s'allument d'elles-mêmes, les portes claquent. Et Madame Smith dit également que la nuit, elle s'est souvent sentie observée et qu'en ouvrant les yeux, elle voyait la source de son malaise qui était une silhouette sombre, ténébreuse, qui était tournée en sa direction au niveau de la porte de la chambre. Elle a plusieurs fois essayé de s'approcher de la silhouette, mais à chaque fois, c'était sans succès. La silhouette se volatilisait dans l'air avant qu'elle ne puisse vraiment en discerner les détails. Vous vous souvenez du témoignage du journaliste qui est venu s'assurer que le cas de la hantise du presbytère de Borley était bien un cas de hantise avéré et non pas une supercherie mise en place par les Smiths avant de faire venir Harry Price? Eh bien, son témoignage, qui a été transmis au journal pour lequel il travaillait, a été publié. Et ça a attisé la curiosité du grand public. Ça a fait du presbytère un lieu touristique, mais ça a aussi entraîné une terreur pour les habitants du presbytère, d'abord à l'extérieur des murs et ensuite à l'intérieur. Effectivement, des hordes de curieux se sont précipités pour voir de leurs yeux la fameuse bâtisse qui logeait un fantôme. Et n'ayant que faire de l'intimité des occupants, en regardant par les fenêtres ou en essayant même d'entrer dans cet endroit qui était privé bien sûr, la police a plusieurs fois dû intervenir pour faire fuir ces personnes intrusives qui dérangeaient une famille qui avait contacté de base le journal, non pas pour devenir célèbre, mais plutôt pour recevoir une aide qu'ils n'avaient pas vraiment reçue à leur grand désarroi. Et c'est le 14 juillet 1930, tellement dérangés par les allées et venues des touristes, que la famille Smith a déménagé pour pouvoir retrouver la tranquillité qu'ils avaient perdue. Ils ne sont pas allés bien loin, juste à l'écart des nuisances, parce que le presbytère, lui, était encore sous leur responsabilité. C'était encore à la famille et surtout au révérend Smith de s'en occuper. Le révérend Smith était toujours en contact avec Harry Price et il l'a tenu informé de tout ce qu'il pouvait se passer dans le presbytère jusqu'en avril 1931, date à laquelle la famille a quitté l'Essex. Pendant 6 mois, le presbytère est resté totalement inoccupé, vide de tout habitant, car bien que l'endroit avait acquis une certaine notoriété, personne ne voulait occuper une habitation qui avait la réputation d'être hantée. Effectivement, qui voudrait vivre dans une maison où, une fois qu'on se trouve à l'intérieur, l'ambiance est tellement lourde que la vie en devient difficile. Et d'ailleurs, on ne peut pas essayer de chercher du réconfort à l'extérieur, dans le grand jardin, car à cause des curieux, le fameux jardin avait perdu de sa splendeur. Les plantes étaient écrasées par les touristes qui n'avaient aucune gêne pour essayer d'apercevoir quelque chose qui pourrait montrer que le presbytère est bel et bien hanté. En plus, il était hors de question de convertir le presbytère en un lieu touristique et essayer de tirer des bénéfices de la situation. Ça devait rester avant tout un lieu religieux. Et finalement, à la date du 16 octobre 1931, le révérend Lionel Foster, ainsi que sa famille, composée de sa femme Marianne et de leur jeune fille adoptive, Adélaïde, âgée de 2 ans, s'installent au presbytère. Et comme la famille qui l'a précédée, dès l'arrivée de la famille Foster, chacun est témoin d'événements paranormaux, témoin de nuisances sonores et visuelles. D'ailleurs, le révérend a répertorié dans un carnet chacun des événements qui se sont produits. Il est resté 2 ans au presbytère avec sa famille et chaque jour, il notait dans ce carnet ce qu'il se passait. Et en l'espace de 2 ans, c'est pas moins de 2000 événements paranormaux inexplicables qui se sont produits. C'est absolument fou. Une année, c'est 365 jours, donc 2 ans, c'en est 730. Ça veut dire, par un calcul que j'ai réalisé, que la famille vivait environ 3 événements paranormaux par jour sans interruption.
C'est une vie qui pourrait rendre n'importe qui totalement fou, surtout si on n'est pas très friand de ce genre de choses. Je pense qu'on ne peut même pas imaginer l'horreur que ça doit être. Entendre des sons tout le temps, je ne suis pas sûr que vivre avec ce genre de choses, c'est quelque chose à laquelle on s'habitue avec le temps. Je pense qu'à chaque fois on prend ça comme quelque chose de dérangeant. Selon les observations du révérend Foister, ce qu'il a noté dans son fameux carnet, les événements qui pouvaient se produire consistaient par exemple à se faire enfermer dans une pièce avec sa femme, sans avoir la possibilité d'en sortir pendant quelques secondes voire minutes. C'était voir certains de leurs effets personnels simplement disparaître, pas juste bouger, disparaître, sans savoir où l'objet en question est allé. Il y avait également des objets qui bougeaient d'eux-mêmes, qui changeaient de place, parfois même avec une certaine violence, c'est-à-dire que ce n'était pas l'objet est sur une table et quand on retourne dans la pièce, il est sur une autre table. C'était parfois un objet qui était projeté à l'autre bout de la pièce. Les portes claquaient d'elles-mêmes et certains événements pouvaient s'avérer même dangereux pour la famille. Je pense notamment à un petit incendie qui s'est déclaré de manière spontanée, sans qu'il n'y ait aucune intervention humaine. Il y avait souvent des odeurs nauséabondes qui remplissaient certaines pièces. Et au fur et à mesure du temps, la violence des événements n'a fait qu'augmenter. Mais ce qui était très surprenant, c'est que les événements violents ne semblaient cibler qu'une seule personne, Marianne, la femme du révérend Foister. C'était la seule victime de tout ce qui était violent. Par exemple, une nuit, alors qu'elle dormait paisiblement, Marianne a été projetée de son lit et elle a été giflée alors que personne ne se tenait devant elle. Elle était d'ailleurs même seule dans la chambre, donc personne d'humain n'aurait pu la frapper. Cet événement-là s'est reproduit plusieurs fois, entraînant parfois un malaise, et Marianne était retrouvée plus tard inconsciente dans la chambre. S'ajoutait à cela parfois des jets d'objets sur sa personne alors qu'elle était totalement seule dans la pièce. Cet environnement très oppressant a très fortement joué sur le moral de Marianne, mais également sur sa fille Adélaïde. Vous vous en doutez bien, dans cette demeure hantée, elle se sentait extrêmement seule. Elle était de plus en plus solitaire, renfermée sur elle-même. Et son père, le révérend, voyant cela, a commencé à être assez inquiet. Il voyait que sa fille avait besoin de compagnie, d'une compagnie de son âge, donc il a eu une idée. Cette idée, c'était de passer une annonce dans un journal local pour, en gros, demander si quelqu'un dans le village de Borley avait un enfant de l'âge de sa fille pour qu'il puisse se lier d'amitié. Un homme a répondu à l'annonce, Monsieur Frank Peerless. Il s'est rendu au presbytère de Borley, il a présenté son fils, David, et il a dit qu'il était d'accord pour que David tienne compagnie à Adélaïde, qui était là pour répondre à la fameuse annonce postée par le révérend Foister. Séance tenante, le révérend a accepté l'offre de ce fameux Frank Peerless. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en acceptant cette offre, il laissait entrer dans sa vie un homme un peu étrange. Frank Peerless était un homme assez excentrique qui aimait se faire appeler par un autre nom que le sien. Il appréciait qu'on l'appelle Monsieur Darless et pas Monsieur Peerless. Pourquoi on ne sait pas. C'était un homme qui ne vivait pas très loin du presbytère, ce qui pouvait être pratique pour que David et Adélaïde puissent passer du temps ensemble. C'est pour dire, sa maison se trouvait quasiment sur la propriété du presbytère. Et cet homme, quand je dis que c'était un homme étrange, c'est qu'il était très intrusif. À chaque fois qu'il amenait David pour que l'enfant puisse passer du temps avec Adélaïde, lui imposait sa présence et donc il était constamment à l'intérieur de la demeure. Il restait là, à errer un peu sans but. C'était un homme qui ne travaillait pas et certainement qu'il cachait sous son excentricité un moral qui n'allait pas très bien. C'était clairement un homme qui était en fait perdu dans sa vie et il a trouvé une amante, quelqu'un qui lui correspond, quelqu'un de tout aussi perdu que lui, et cette amante, il l'a trouvée dans la personne de Marianne, la femme du révérend Foister. Marianne, elle était totalement désemparée, elle vivait un véritable enfer avec les événements qu'elle vivait. Je le redis, c'était la victime privilégiée des fantômes qui habitaient le presbytère. Et donc, Marianne et Frank ont commencé à entamer une relation secrète. Ça aussi, ça me rappelle un petit peu quelque chose. Si je devais vous rappeler rapidement la fameuse légende du moine et de la nonne qui ont une relation secrète, la nonne a subi un calvaire en étant enfermée, mais le moine, lui, a été pendu, lui aussi a été puni. Et bien si on se réfère un peu à la légende, Marianne est victime de ce qu'on pense être un fantôme, et son amant, Frank, lui aussi commence petit à petit à être victime d'événements assez violents. Si violents qu'une fois il s'est même présenté au presbytère avec un œil au beurre noir. Il ne s'était pas battu, il n'avait pas eu de rixe avec qui que ce soit,
il affirmait que c'était une ombre qui l'avait frappé au visage. Du côté de Marianne, les événements étaient tout aussi violents qu'avant, voire même pire, à tel point que le révérend Foister, voyant l'état dans lequel était sa femme, a décidé lui aussi à son tour de contacter Harry Price. Il voulait que l'enquêteur revienne pour démêler un peu le fil de toute cette affaire qui gâchait la vie de tout le monde. C'est donc le 15 octobre qu'Harry Price s'est présenté de nouveau au presbytère. Cette fois-ci, il était accompagné, il n'est pas venu seul. Il était accompagné d'autres membres de la société dont il faisait partie, la société de recherche, la Society of Psychic Research. Une fois arrivé sur place, une longue conversation a eu lieu où les membres de la famille ont raconté tout ce qui leur arrivait, dont certains événements racontés par Marianne très troublants. Elle dit avoir vu le fantôme du révérend Harry Poole, celui qui avait fait en soi construire le presbytère. Il déambulait dans la bâtisse, sans but, avant de s'évaporer dans l'air. Une autre fois, alors qu'elle était dans la cuisine en train de vaquer à ses occupations, elle se trouvait face à une fenêtre et elle a vu apparaître devant ses yeux une sorte de monstre. Elle a comparé ce monstre à une sorte de chauve-souris qui se serait manifestée devant elle. Cette chose lui aurait touché l'épaule et elle a décrit la sensation de se toucher comme si une main en métal avait touché sa peau. Le révérend Foister pense que Marianne a des capacités de médium, qu'elle est sensible aux fantômes, aux esprits qui nous entourent, plus que lui en tout cas, et donc à plusieurs reprises, il a tenté de réaliser des exorcismes pour libérer sa femme d'une potentielle possession. Ça n'a jamais été un succès visiblement, mais détail intéressant, alors qu'il réalisait un des exorcismes sur sa femme, il a été interrompu par un jet de pierre, donc peut-être que cela montre que les exorcismes qu'il pensait sans effet avaient peut-être bel et bien une conséquence. Marianne a également présenté aux enquêteurs des mots qu'elle a retrouvés, des mots à son intention. À chaque fois il y avait marqué « Marianne, aide-moi »,« Marianne, prie pour moi ». Il y en a juste un qui se différenciait un peu des autres, qui mentionnait un puits dans le sous-sol. Après avoir entendu tous les récits présentés par la famille, avoir vu les différents mots qui semblaient être écrits à la main, de la même main, une conclusion logique lui vient en tête. Peut-être que vous aussi, ça vous est venu à l'esprit, mais il dit que pour lui, tous les événements paranormaux qui sont arrivés à la famille Foister, et il parle bien de la famille Foister, il ne s'exprime pas par rapport aux familles qui ont vécu avant dans le presbytère, et bien ces événements ont pour origine Marianne. Effectivement, celle qui subit les événements les plus violents, on dirait que les esprits s'acharnent contre elle, donc il est logique de penser qu'elle a quelque chose à voir dans tout cela. Et étonnamment, le révérend Foister, en entendant ça, il rentre dans une colère terrible. Il n'accepte pas du tout la possibilité que Marianne soit pas la responsable, mais la cause de tous les événements paranormaux qui se produisent dans le presbytère depuis que elle et sa famille sont là, et donc il chasse Harry Price du presbytère et il lui interdit de remettre les pieds sur place. Harry Price s'exécute. De toute manière, il ne peut rien faire d'autre. Il ne peut pas imposer son aide à quelqu'un qui ne veut pas la recevoir. Alors que les mystères du presbytère de Borley continuent de faire parler d'eux dans le Royaume-Uni et plus particulièrement au sein de l'Essex, le cercle spiritualiste de Mark Stay, dont sont membres un célèbre couple de démonologues, Ed et Lorraine Warren, s'intéresse à l'affaire troublante du presbytère. À cette époque, les Warren n'ont pas réalisé leurs affaires les plus connues. Ces fameuses affaires qui ont fait leur renommée mondiale, c'est-à-dire l'affaire de la poupée Annabelle, l'affaire de la maison Conjuring, le Cairnsfield ou encore leur enquête dans la maison d'Amityville. Ils ont leur réputation, certes, mais elle n'est pas aussi grande qu'au pic de leur notoriété dans les années 80. D'ailleurs, contrairement à l'époque où ils étaient plus connus, ce n'est pas la famille Foister qui les a contactés. C'est Ed Warren qui a pris contact avec eux et il propose à la famille, c'est Marianne qui l'a réussi à avoir, eh bien de venir pour les débarrasser de la présence qui les dérange tant. Il était assez optimiste. D'abord, Marianne refuse catégoriquement. Elle pense en fait qu'elle a juste affaire à quelqu'un qui souhaite profiter de la notoriété, de la hantise du presbytère de Borley, à quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui n'est pas vraiment là pour les aider. Et Ed Warren insiste, et finalement, c'est le révérend Foister qui accepte que les Warren viennent sur place. Il accepte, mais à une condition. Il ne faut en aucun cas dire que la cause de la hantise, c'est Marianne. Sinon, la sentence que les Warren recevra sera la même que celle qui a été donnée à Harry Price, l'interdiction de revenir sur les lieux. C'est assez étrange quand même d'être aussi obstiné sur le fait qu'il ne faut pas du tout
dire que la cause des événements est une personne. Je trouve ça suspect, je sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être qu'il y a anguille sous roche. Ed Warren accepte la condition, et c'est donc en janvier 1932 que le couple de démonologues se rend au presbytère, accompagné de Gill Estrange, un médium. Selon les retours des différentes rencontres, ce que je trouve assez amusant, mais que je trouve aussi suspect dans un sens, c'est que Marianne a décrit la rencontre avec les Warren comme une rencontre très agréable. Elle décrit la chose de manière très positive. Alors que, de base, elle était super réticente à l'idée que le couple vienne dans la demeure. Mais finalement, elle dit que ça s'est bien passé, que les Warren ont été très sympathiques, très chaleureux, mais elle appuie sur un point, elle dit qu'ils étaient très différents d'Harry Price. On peut se dire qu'elle dit ça juste parce que les méthodes des Warren et les méthodes d'Harry Price ne collent pas. Les Warren, c'est très axé spiritualité, Harry Price très axé raison, science, terre à terre. Mais non, en fait, elle parlait de comportement. Elle dit qu'Harry Price a été quelqu'un de presque irrespectueux, un vrai goujat. Et c'est quelque chose qui m'a surpris en voyant cela, parce qu'avant de parler de cette affaire, de faire cette vidéo, j'en avais déjà fait d'autres sur Harry Price, notamment une qui se passe dans la demeure d'une comtesse. Donc qui dit interaction avec une comtesse dit qu'il y a des manières à avoir. Et il n'y a rien qui est ressorti vis-à-vis, dans l'affaire avec la comtesse, du comportement d'Harry Price. Les rencontres se sont bien passées, donc j'ai trouvé ça très surprenant que dans le cas de Marianne et du presbytère, là Harry Price est décrit comme quelqu'un de très impoli, même si évidemment il est possible que devant la comtesse Harry Price se soit donné une belle image, il a fait preuve de respect parce que le titre l'imposait, mais qu'en réalité, avec quelqu'un qui n'a pas de titre, il est à ce moment-là très irrespectueux. C'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, quand les Warren sont arrivés au presbytère, on leur a offert un thé, et alors que Marianne et le révérend Foster conversaient avec les Warren et le médium, les cloches se sont mises à sonner. Tout le monde était présent dans la même pièce, donc personne ne pouvait être responsable de cet événement-là. Et juste après que les cloches ne sonnent, il y a eu un bruit sourd dans la cuisine. Encore une fois, tout le monde était dans la même pièce, donc qu'est-ce que ça pouvait être? Tout le monde s'est levé et s'est rendu dans la cuisine pour voir ce que c'était, et ils sont tous tombés devant un spectacle saisissant. Des bouteilles étaient en lévitation et étaient jetées de part et d'autre de la cuisine, sans qu'il n'y ait personne qui soit responsable de ces mouvements encore une fois. Ça faisait un vacarme totalement horrible, c'était insupportable à l'oreille, certains objets étaient jetés sur ceux qui regardaient ce spectacle-là, qui étaient obnubilés, et n'en pouvant plus, le révérend a demandé aux Warren d'agir le plus rapidement possible, de ne pas attendre. Pour les Warren, voyant ce spectacle devant leurs yeux, il y a bien quelque chose, il n'y a aucun doute possible, mais ils veulent quand même avoir des confirmations supplémentaires. Ils décident donc de partir, d'aller chercher d'autres membres du fameux cercle de spiritualité dont ils font partie. Ils laissent le médium sur place, et pendant que les Warren partent à la recherche de leurs confrères, pour pouvoir également réaliser une séance de spiritisme, le médium et la famille Foster assistent encore à d'autres événements étranges. Les cloches ressonnent, et en entendant les cloches sonner, le médium se dit qu'il va tenter une approche en solitaire. Il tente donc, dès que la cloche a fini de sonner, de rentrer en contact avec des esprits. Il se dit que un esprit a fait sonner la cloche, donc il est forcément présent aux alentours. Et il se trouve que le médium est bien rentré en contact avec quelqu'un. Pas n'importe qui, il est rentré en contact avec le père du révérend Foster. Et son message était sans appel. Il fallait immédiatement arrêter la séance de spiritisme parce que ça pouvait être très dangereux. Plus tard, le médium était dans la bibliothèque, assis tranquillement, en train de noter la conversation qu'il avait eue avec l'esprit. Et alors qu'il était en train de coucher sur le papier sa conversation, il a été dérangé par des bruits de pas dans le couloir. Ça lui a fait une sorte de frisson dans le corps, quelque chose de très inhabituel. Plus tard, il a demandé aux membres de la famille qui était passé dans le couloir, et les membres de la famille lui ont dit que personne. Il l'avait laissé seul à l'étage, à sa demande. C'est dans la soirée que les Warren sont revenus avec les autres membres de leur cercle. Ils sont arrivés en milieu de soirée, vers 22 h, et tout de suite, les membres ont remarqué que Marianne agissait bizarrement. C'est comme si elle n'était pas elle-même, elle n'était pas là avec les autres sur le moment présent. Jusque-là, personne ne dit rien. La raison est simple, on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit vis-à-vis de Marianne, sinon on se fait clairement virer du presbytère, donc bien que ce soit étrange, personne ne relève quoi que ce soit. La famille Foster part se coucher. Le groupe, lui, occupe une chambre à l'étage appelée la chambre bleue. Une séance de spiritisme est organisée et il ne se passe pas grand-chose, en tout cas dans la chambre bleue. Là où il se passe quelque chose, c'est à l'extérieur. Marianne, qui était couchée comme le reste de sa famille, est sortie de son lit. Elle est allée
au rez-de-chaussée et elle a commencé à déambuler sans raison apparente, sans chercher à faire quoi que ce soit dans la demeure. C'est en partant vers 5 h du matin que le groupe qui a pratiqué la séance de spiritisme a retrouvé Marianne, comme si elle dormait debout. Mais encore une fois, ayant peur de ne plus pouvoir avoir accès au presbytère, personne n'a rien dit. Il semblait évident que quelque chose se passait autour de Marianne, mais quoi? Ça, personne ne savait réellement le dire. On ne sait pas trop si la séance de spiritisme a donné quelque chose, mais quoi qu'il en soit, après le passage des Warren, qui sont repartis, le calme s'est installé, pendant en tout cas un moment. En 3 ans, il y a eu 2 incidents, ce qui est littéralement une poussière si on compare aux 2000 événements sur les 2 ans. Les fameux 2000 événements dont j'ai parlé un peu plus tôt. Ce qui s'est passé, c'est qu'une fois, une musique s'est jouée sans que personne n'en soit responsable. Et le deuxième événement, c'est du vin de messe qui s'est transformé en encre, comme le verre d'eau d'Harry Price qui s'était transformé lui aussi en encre. Mais en octobre 1935, quelque chose de nouveau se produit. Cette fois-ci, non pas vis-à-vis de Marianne, mais vis-à-vis de la fille adoptive du révérend Foster et de Marianne, la jeune Adélaïde. Elle a vécu une expérience terrifiante qui l'a bouleversée. Elle est allée dans une pièce et elle s'est retrouvée enfermée dans cette fameuse pièce. Il se trouve qu'en fait, la porte était en cours de réparation, donc elle n'avait pas de poignée ou de serrure d'un côté, du côté intérieur de la pièce. Donc si la jeune fille voulait sortir, il fallait que quelqu'un à l'extérieur lui ouvre la porte. Et pendant le laps de temps où elle était enfermée, elle dit avoir été attaquée par une ombre. Quelque chose qu'elle ne saurait décrire tellement elle était terrifiée. Pour le révérend, c'en est trop. Sa sécurité ainsi que celle de sa famille est mise à mal. De plus, sa santé commence à décliner. Donc il décide qu'il est temps pour lui et sa famille de quitter les lieux. Le presbytère de Borley devient donc inhabité. Et il le reste pendant longtemps. La réputation du presbytère n'est maintenant plus à faire. Et donc, personne ne veut y vivre. Et même le nouveau révérend, celui qui est censé être le successeur du révérend Foster, ne veut pas vivre dans le lieu qui a causé tant de problèmes. Il préfère s'installer ailleurs, prendre en charge les paroissiens de Borley, mais sans vivre au presbytère. Donc, les autorités religieuses se retrouvent avec un lieu qui, sur le papier, ne leur sert à rien. En plus, il a une réputation sinistre, donc ils ne peuvent pas en faire grand chose. Ils n'arrivent même pas à le vendre pour en tirer un quelconque bénéfice à cause de la réputation. La bâtisse voit dans le temps son état se détériorer, sans occupant, personne n'est là pour en prendre soin. Et le truc, c'est que maintenant que les Foster sont partis, un homme à qui on avait interdit l'accès au lieu peut y retourner. Vous voyez probablement de qui je parle de Harry Price. Lui, il est toujours persuadé qu'il y a bien un cas de lieu hanté avec ce fameux presbytère. Pour lui, la hantise est bien réelle et il n'a qu'une idée en tête, c'est de le prouver. Il n'a pas acheté le presbytère. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, il y a quand même des locataires qui ont voulu louer la bâtisse, non pas qu'ils avaient réellement envie d'y vivre, mais à la location, sachant que la réputation du lieu était très mauvaise, ça ne coûtait pas cher, et par rapport aux moyens qu'ils avaient, c'était le seul endroit qu'ils pouvaient s'offrir. C'est monsieur et madame Arbonne qui devaient être les locataires, et Harry Price s'est présenté à eux un peu comme un sauveur. Il a dit qu'il allait leur sous-louer le presbytère avec une belle somme d'argent, comme ça eux pourront vivre ailleurs, non loin du presbytère car Harry Price a quand même besoin d'eux, mais ils n'auront pas à y vivre. Ceux qui seront dans le presbytère seront directement gérés par Harry Price. Et il a une idée derrière la tête. Cette idée, c'est de créer une gigantesque expérience d'observation. L'objectif de cette observation, c'est de démontrer que le surnaturel est chez lui, dans le presbytère. Il fait donc paraître une annonce dans les journaux disant qu'il recherche des personnes pour passer des jours et des nuits dans le presbytère, relever tout événement étrange qui pourrait se produire, pour qu'Harry Price en fasse un énorme rapport. Et chose assez surprenante, sachant que le presbytère avait une mauvaise réputation et que personne ne voulait y vivre, Harry Price reçoit 200 candidatures. Je tiens à préciser que il dit bien dans son annonce qu'il va y avoir un séjour dans une maison hantée qui va être effectué. Et ça n'a pas effrayé du tout les personnes qui ont postulé. Je me demande si aujourd'hui une opération comme ça a été réalisée, si ça aurait autant de succès. Peut-être, ça j'en ai aucune idée. J'ai tendance à penser que ce ne serait pas le cas parce que maintenant on a tendance à penser que tout ce qui est paranormal est plutôt fake, il me semble, mais
on pourrait avoir des belles surprises. Dites-moi en commentaire si vous, par exemple, si vous voyez une telle annonce et que c'était totalement gratuit, vous n'avez rien à payer, est-ce que vous le feriez? Finalement, au bout de son processus de recrutement de ses observateurs, Harry Price garde 48 personnes. 48 personnes qui ont des profils totalement différents, des personnes qui sont quand même assez sérieuses, hein. Il ne veut pas de personnes qui viennent là juste pour passer un moment dans une maison hantée, il veut des personnes qui vont vraiment l'aider dans la construction de son rapport. Et chacune de ces 48 personnes d'ailleurs reçoit un livret très détaillé où il y a l'histoire du lieu qui est présentée, les événements qui ont été observés par le passé et des instructions à suivre pendant l'expérience. Harry Price, lui, il ne participe pas directement aux observations. Lui, il n'allait que traiter les observations qui lui seraient présentées par les observateurs. La raison est toute simple, c'est qu'il ne voulait pas être accusé de fausser ce qui avait été observé. Le presbytère était privatisé, mis à part les 48 personnes sélectionnées, et Harry Price, personne n'avait le droit d'y accéder. La gestion des allées et venues était gérée par ceux qui, initialement, devaient loger dans la bâtisse, Monsieur et Madame Arbonne. C'est pour ça qu'Harry Price les a fait se loger non loin du presbytère. C'était eux qui remettaient les clés quand quelqu'un se présentait pour jouer son rôle d'observateur, et c'est eux aussi qui les récupéraient quand l'observation était terminée. Il y a eu certaines observations, effectivement, qui ont été réalisées. Des bruits étranges, des craquements, des bruits de pas. Un vieux manteau bleu a été retrouvé dans la fameuse chambre bleue, celle qui avait été utilisée pendant la séance de spiritisme des Warren, pièce qui était d'ailleurs considérée comme la pièce la plus hantée de la bâtisse. Détail curieux par rapport à ce manteau, c'est qu'il était très sale, moisi, il semblait très vieux, et aucun des observateurs ou des observatrices ne semblait en être le propriétaire. C'est comme si ce manteau s'était retrouvé là, clairement, de lui-même. Il y a eu également des empreintes de pas, des empreintes de mains qui ont été aperçues. Des observateurs et des observatrices ont vu des objets se mouvoir d'eux-mêmes. Donc en soi, le type d'événement que les familles ayant vécu dans la bâtisse ont pu voir également. Et il y aurait eu des traces de crayons sur les murs ou les portes qui semblaient être destinées à une personne qui a logé précédemment dans la bâtisse, destinée à Marianne. Un petit cimetière également au bord du domaine a été dérangé, des petits pas rapides ont été entendus, avec à la suite de ces petits pas, une silhouette de petite taille, très sombre, qui a été aperçue. Comme si en soi, un enfant était passé rapidement à côté d'une fenêtre du presbytère. Les portes claquaient, certaines se verrouillaient même d'elles-mêmes, laissant parfois les observateurs ou les observatrices, comme la petite Adélaïde, enfermés dans une pièce sans qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit. On entendait parfois des bruits de pas très distincts, on pouvait être sûr que quelqu'un passait à côté de nous, on entendait même presque la friction des vêtements, mais quand on regardait, il n'y avait personne. Le prénom Adélaïde a été écrit dans la cuisine, les lumières s'allumaient ou s'éteignaient, toutes seules. Et même, certains observateurs ou observatrices ont réalisé des séances de spiritisme. Et ces séances auraient été assez concluantes. La première séance a permis de rentrer en contact avec l'esprit d'une femme nommée Marie-Laire. Une femme qui était de son vivant une religieuse française. Elle aurait quitté le pays pour se rendre au Royaume-Uni. Cette Marie-Laire a dit qu'elle avait rencontré un des propriétaires du presbytère de Borley et que, suite à cette rencontre, le propriétaire et elle sont tombés amoureux. Ils se seraient mariés, mais une nuit, alors que le propriétaire, donc le mari, était pris d'un excès de rage, il se serait jeté au cou de la jeune mariée et aurait mis fin à sa vie en l'étranglant. Après avoir commis le pire, le mari aurait caché le corps de sa défunte épouse sous le sous-sol du presbytère de Borley. Ce serait, selon ce que l'esprit a indiqué, Marie-Laire qui laissait des messages à l'attention de Marianne, lui demandant en fait de sortir sa dépouille du sous-sol pour qu'elle puisse avoir une sépulture décente et reposer en paix. Le second esprit qui a été contacté, lui, était beaucoup plus agressif que le premier. Il a affirmé qu'il comptait réduire en cendres le presbytère et il a donné une date précise, date à laquelle il comptait réaliser son acte. Le 27 mars 1938, à 21 h précisément. Il a également avoué que quand son acte de pyromane aurait été réalisé, les ossements d'une personne assassinée seraient dévoilés. Ce qui semble un petit peu collé avec ce qu'a pu dire Marie-Laire. Si ces ossements ne sont pas retrouvés avant, il est possible qu'un incendie permette de les retrouver. Qui sait? Voilà en gros les observations qui ont été dévoilées dans les comptes rendus qui ont été transmis à Harry Price. Dit comme ça, on peut avoir l'impression qu'il y a eu énormément d'observations. En fait, pas tant que ça. Là, je vous ai dit ce qui a été vu, mais en réalité, par rapport à tous les comptes rendus qui m'ont été transmis, c'est pas énorme. D'ailleurs, parmi les observations présentées, beaucoup
ont pu être démontrés par Harry Price comme ayant une origine naturelle. Par exemple, il a su dire que quand à tel moment il y a eu tel bruit, c'était peut-être parce qu'il faisait froid, ce qui a créé un grincement ou peut-être un son de la tuyauterie, ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, bien qu'il y ait des choses qui aient été démontrées comme ayant une cause naturelle ou rationnelle, d'autres ne l'ont pas été. Et tous ces éléments réunis permettent à Harry Price d'établir le compte-rendu, ce qui lui permet d'ajouter des éléments sur ce qu'il a à dire vis-à-vis de la hantise du presbytère de Borley. La réputation de la demeure commence petit à petit à s'alléger. Il faut savoir que Harry Price a réalisé son opération d'observation pendant une année entière, année qui correspondait en soi à la durée du contrat initial de location de monsieur et madame Arbonne. Donc pendant cette année, sachant que rien n'a été divulgué sur ce qu'il se passait, les gens n'ont pas oublié le presbytère de Borley d'un coup, mais naturellement, quand on en entend parler, on y pense moins, donc la réputation a un peu diminué. En plus, le fait de garder secret toutes les observations réalisées par Harry Price avait également un but précis, c'était d'éviter que des éléments étrangers viennent interférer dans cette expérimentation. Par exemple, il était absolument inenvisageable que des personnes viennent pendant les périodes d'observation pour faire croire qu'il y ait des fantômes, juste parce que c'est marrant. L'expérience d'Harry Price était censée être quelque chose de très sérieux. Donc, en 1938, une personne a décidé d'emménager à son tour dans le presbytère. Cette personne, c'était le capitaine Gregson. Il a avoué plus tard qu'il sentait, quand il était dans le presbytère, une atmosphère très lourde, très oppressante, une atmosphère très froide. Quand il était là-bas, il ne se sentait pas réellement chez lui. Il va d'ailleurs illustrer davantage ses propos en racontant qu'il avait emménagé dans le presbytère et qu'il avait un chien. Un chien qui, sans qu'il ne comprenne réellement pourquoi, est devenu fou d'un coup. Il se débattait comme s'il se battait face à une force invisible et ce chien s'est enfui et a été retrouvé plus tard par des habitants du village qui l'ont abattu. En fait, il pensait avoir affaire à un chien sauvage, un chien dangereux. C'est pour cette raison que les habitants ont décidé d'abattre le chien. Très chagriné d'apprendre la perte de son animal, le capitaine Gregson a décidé de prendre un nouveau chien, sauf que dès que le chien est arrivé au presbytère, il a eu le même comportement que son chien précédent. Il est devenu fou, il a commencé à se battre face à cette fameuse force invisible et il a pris la fuite, sauf que lui n'a pas filé vers le village, donc il n'a pas été abattu derrière. Le capitaine Gregson ne sait pas ce que cet animal-là est devenu. Un peu plus tard, le 27 février 1939, alors que le capitaine Gregson vaquait à ses occupations, il a eu un petit accident qui a eu de graves conséquences. Il a fait tomber une lampe à huile sur le sol, ce qui a déclenché un incendie. Incendie qui a gravement endommagé la bâtisse. Est-ce que cet incendie est dû à l'esprit qui annonçait mettre le feu à la bâtisse? Je ne sais pas, je trouve le lien surprenant, mais quoi qu'il en soit, l'incendie n'a pas derrière révélé quoi que ce soit. Les fameux ossements n'ont pas été découverts à ce moment-là. Un mois plus tard, un mois après l'incendie, une personne qui est passée autour du presbytère a remarqué une femme postée à la fenêtre de la fameuse chambre bleue, chambre considérée, comme je vous l'ai dit, comme la plus hantée de la demeure. Cette femme a été non identifiée et de plus dans la demeure, tout le monde savait qu'il n'y avait qu'un homme, Gregson, qui y vivait. Donc personne n'a su dire qui était cette femme et ce qu'elle faisait là. Plusieurs personnes ont passé des nuits dans la bâtisse, pas uniquement que le capitaine Gregson, d'autres personnes ont passé quelques nuits et chacune d'entre elles, sans exception, ont vécu des événements dans la maison qu'ils n'expliquent pas. Pas des événements aussi violents que les familles qui y sont restées un long moment, mais toujours des petits trucs comme ça. Des bruits de pas alors qu'il n'y avait personne d'autre, des portes qui claquent alors que toutes les fenêtres étaient fermées, que des choses mystérieuses qui ont laissé un souvenir indélébile dans la mémoire de ceux qui ont arpenté les pièces du presbytère de Borley. En 1943, après avoir réalisé bien des affaires, Harry Price retourne à Borley avec une idée en tête. Une piste qu'il n'avait pas eu l'occasion d'expérimenter par le passé. Il a décidé de suivre, non pas des indices, mais les notes qui avaient été laissées par le passé à l'attention de Marianne où on lui disait de regarder dans le sous-sol. Il n'avait jamais pu vraiment s'y consacrer avant parce qu'il avait été interdit d'accéder au presbytère après avoir évoqué le fait que Marianne était peut-être la cause des événements paranormaux. Donc, il s'est rendu au presbytère, accompagné d'un médecin, d'un juge et d'un habitant du village. Il s'est rendu dans la cave et il a décidé de fouiller au niveau du plancher.
et il a fait une découverte en enlevant quelques lattes de celui-ci. Il a déterré un petit passage, donc sous le plancher, qui donnait sur un puits qui était très peu profond. Et au fond de ce puits, il a trouvé quelque chose. Un os de mâchoire et le fragment d'un crâne. Le médecin présent sur place a identifié sur l'instant le crâne d'une femme. L'analyse plus complète, qui a suivi la découverte de ces ossements, a indiqué que le crâne était celui d'une jeune femme d'âge d'approximativement 30 ans. On présume qu'il s'agit du crâne de la nonne. Est-ce le crâne de la nonne de la légende, celle qui avait été enfermée dans le sous-sol du prieuré à l'époque, ou le crâne de Marie-Laire? Ça, c'est compliqué à dire. Harry Price pense plutôt que c'est le crâne de la nonne de la légende, celui du prieuré. Il a un peu du mal à croire à l'histoire de spiritisme qu'on lui a relatée, que c'est pendant l'expérience qu'il a menée, parce qu'il se dit que c'est pas en créant une petite planche de spiritisme fait maison qu'on peut réaliser une réelle séance de spiritisme. On peut le croire, sachant qu'il a quand même pas mal de débunkage de faux médiums à son actif. Bien sûr, à prendre avec des pincettes, c'est juste pour situer la découverte de ces ossements vers un axe plutôt que vers un autre pour éviter qu'on s'embrouille un peu. Par contre, il y a un doute qui subsiste. Le villageois qui était présent pendant cette découverte dit que la mâchoire retrouvée n'est pas la mâchoire d'une femme, mais la mâchoire d'un porc. De plus, ce qui est jugé très suspect, c'est que, comme par hasard, quand Harry Price se dit « Tiens, je vais aller fouiller du côté de l'indice qui avait été laissé à Marianne », là, il trouve quelque chose. Alors que pendant des années, personne n'a pensé à fouiller ou à regarder quoi que ce soit. Donc, certains pensent que c'est Harry Price lui-même qui a placé ce qu'il a découvert et que donc, tout cela n'était qu'une supercherie. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est très compliqué à dire. Mais là où le doute existe bel et bien, c'est que Harry Price a déjà fait en fait ce genre de choses. C'est déjà arrivé que les expériences d'Harry Price soient contredites et même controversées. Je vous en parlerai un peu plus tard. En 1944, le presbytère est totalement laissé à l'abandon. Donc une décision est prise, la décision de le démolir. L'enquêteur du paranormal Harry Price s'y est rendu une ultime fois, comme pour faire ses adieux à cet endroit qui l'a fasciné. Il s'est rendu sur place avec un photographe et avec quelqu'un qui travaillait dans la même société, la société de recherche que lui. Une femme du nom de Cynthia Letcham. Price était de base sur place pour prendre des photos afin d'alimenter son second ouvrage sur le presbytère de Borley, qu'il a sorti 2 ans plus tard en 1946, soit 2 ans après sa dernière visite. Plusieurs photos ont été prises, dont une où une brique a été jetée au travers d'une des fenêtres du presbytère. Apparemment, cette brique s'est jetée en l'air d'elle-même. Harry Price a ramassé la brique en souvenir, il a constaté qu'il n'y avait aucune ficelle, aucun élément qui aurait pu permettre de la tirer pour donner cet effet de brique qui est jetée. Selon lui, il n'y avait personne aux alentours, pas d'ouvriers ou quoi que ce soit, donc il a vu ça un peu comme l'acte final entre cette histoire mystérieuse et son implication dans tout ça. Ed et Lorraine Warren, les démonologues qu'on ne présente plus, se sont aussi rendus sur les restes du presbytère, et pour eux, tous les fantômes qui étaient présents dans la bâtisse sont partis quand il y a eu le fameux incendie. Ils se seraient réfugiés dans l'église. Ils ne seraient pas partis, ils seraient toujours bien là, mais dans un endroit qui se situe juste à côté. Pour eux, il est clair que le presbytère est un portail, une porte entre le monde des vivants et le monde des morts. Ils auraient eux-mêmes vu pendant leurs différentes visites la fameuse nonne qui se balade autour du presbytère, des lueurs étranges ou même une sorte de silhouette, une ombre qu'on arriverait à discerner portant une cagoule. Ce qui fait de ce lieu, pour eux, ils l'ont déclaré eux-mêmes, l'endroit le plus hanté de tout le Royaume-Uni. Comme beaucoup de cas, qui concernent notamment le sujet du paranormal, beaucoup de choses se disent vis-à-vis de l'affaire que je vous ai présentée. Des choses qui vont dans le sens de la hantise et d'autres qui vont carrément dans le sens inverse. On a un groupe qui va penser que oui, le presbytère de Borley est hanté, et un autre groupe qui va fortement remettre en cause tout ce qui s'est passé, et il y a beaucoup de détails qui vont en ce sens-là. Détails d'ailleurs qui sont partagés par des personnes ayant vécu les événements que je vous ai racontés. Et c'est ça qui est très intéressant et très surprenant évidemment. La femme de Guy Smith, donc qui a vécu dans le presbytère de Borley, a indiqué qu'elle n'avait pas contacté Harry Price ni sa société pour démontrer qu'il y avait un fantôme et comprendre ce qu'il se passait. En fait, sa famille, la famille Smith, avait contacté Harry Price et le fameux journal pour justement démontrer tout le contraire, parce qu'il commençait à y avoir un peu trop d'attention à son goût concernant le presbytère à cause de cette histoire de la nonne qui marche autour, etc. Et elle voulait que quelqu'un dise non, il n'y a rien.
Sauf que ce qui s'est passé, c'est tout l'inverse. En plus, cette mauvaise réputation commençait à avoir un impact sur la vie au presbytère, c'est-à-dire que les paroissiens qui normalement venaient sans problème commençaient à avoir peur de s'y rendre à cause de l'histoire de la nonne, du carrosse, etc. Et donc le révérend Smith et sa femme espéraient que, de par l'intervention notamment d'Harry Price, qui aurait dit bah non, tout ce qui se passe ici est dû à une cause naturelle, les paroissiens n'auraient plus peur et reviendraient. Mais finalement, ce qui s'est passé, c'est le contraire. Harry Price a dit oui, il y a bien hantise, et donc ça n'a fait qu'accentuer cette réputation de bâtisse hantée dans les sexes. D'ailleurs, là où ça va aller encore plus loin, c'est que la famille Smith accuse Harry Price d'avoir lui-même mis en place des subterfuges pour faire croire à des événements paranormaux. Comme si en fait il s'était servi de ce qu'il se passait pour peut-être accroître sa propre notoriété, alors qu'en fait il n'y avait rien du tout et tout était en soi explicable par des raisons totalement rationnelles. Et le plus troublant, c'est qu'il n'y a pas que la femme de Guy Smith qui a fait ce genre d'aveu. La femme du révérend Foster, Marianne elle-même, celle qui semble avoir un rôle si important, a fait à la fin de sa vie des aveux tout aussi intrigants. Et des aveux qui vont même plus loin encore que ce qui a été dit précédemment par la femme de Guy Smith. Elle dit clairement que c'est elle et son mari qui étaient responsables d'absolument tout ce qu'il se passait dans le presbytère, tout ce qui concernait le paranormal, et que rien n'était vrai. Ils ont mis en place, à deux, tout l'aspect spirituel autour du presbytère de Borley. Ce qui est totalement incroyable. Ça veut dire qu'ils auraient créé une supercherie qui aurait pris une ampleur démesurée. Harry Price est décédé le 29 mars 1948 et après sa mort, une nouvelle enquête vis-à-vis du presbytère a été ouverte. Et il semblerait que les dernières paroles d'Harry Price vis-à-vis de ce lieu, donc le lieu considéré quand même comme le plus hanté d'Angleterre, ne soient que des mensonges. Effectivement, Cynthia Letcham, donc celle qui était présente avec lui lors de sa dernière visite au presbytère, qui était une de ses collègues, donc on pourrait se dire qu'elle allait soutenir ce que dit son confrère, dément ce qu'il a dit pendant sa dernière visite. Elle a avoué que la fameuse brique qui a été photographiée en l'air ne s'est pas jetée d'elle-même. Il y avait bel et bien un ouvrier qui est responsable de ce jet de briques. Donc, concernant ce fait-là, Harry Price aurait menti. Et s'il a menti sur ça, peut-être qu'il aurait menti sur bien d'autres choses vis-à-vis de presbytère. Néanmoins, un médium aurait indiqué avoir reçu un message d'Harry Price après sa mort. Price indiquerait dans son message que maintenant qu'il fait partie de l'au-delà, il a bien la confirmation et la preuve que le presbytère de Borley était bel et bien hanté. Et que si jamais c'était nécessaire de le prouver dans le monde des vivants, il reviendrait. D'ailleurs, il semblerait qu'une photo datant de 1995 montre Harry Price sous la forme d'esprit présent au presbytère de Borley, ou ce qu'il en reste en tout cas, et certains pensent que il a fait ce qu'il a dit, il est revenu d'entre les morts pour montrer au monde qu'effectivement il y a bien quelque chose qui se trame dans ce fameux lieu le plus hanté du Royaume-Uni. Vous avez maintenant toute l'histoire concernant le presbytère de Borley. Une histoire que je trouve absolument fascinante, surtout quand il y a des liens avec des événements passés mais qui datent vraiment d'il y a très longtemps, comme la fameuse légende que j'ai évoquée en tout début de vidéo, la légende avec le moine et la nonne. Je trouve ça fascinant de lier ça avec des événements paranormaux, j'adore ça. J'ai aussi beaucoup aimé les liens avec l'histoire de Marie Lair et ensuite la découverte qui est faite par Harry Price, même si elle est fausse, ou vraie, qui sait. Mais moi personnellement, je suis quelqu'un qui a un esprit qui va croire quand on me raconte une histoire paranormale, mais j'émets toujours quelques réserves. Je vois jamais le truc blanc ou noir. Moi, ce qui me surprend beaucoup dans toute cette affaire, c'est le peu d'implication qu'ont les différents enquêteurs et enquêtrices contactés. Je m'explique. Harry Price et les Warren, ils se rendent sur place. Tous constatent qu'il se passe des choses étranges, mais c'est tout. Ils ne font que constater les choses. Dans les autres enquêtes que j'ai pu voir d'Harry Price, il est beaucoup plus pointu dans ses expérimentations. Il est là à vraiment tester plein de choses, à essayer de comprendre tout ce qu'il se passe. Il ne reste pas juste, j'ai une bêtise, une après-midi et il s'en va. Dans son cas, on peut peut-être justifier la chose en disant qu'il aurait peut-être expérimenté plus s'il n'avait pas été chassé du presbytère. On peut lui donner le bénéfice du doute par rapport à ça. Mais pour les Warren, dans les affaires les plus connues, c'est toujours assez spectaculaire. Il y a toujours contact avec l'église, des exorcismes sont mis en place parfois dans les cas de possession, il se passe des choses, ils agissent. Là, ils viennent, ils font une séance de spiritisme et ils s'en vont. Est-ce que eux aussi peut-être ont été bloqués parce que si jamais il avait fallu faire quelque chose, ils l'auraient fait vis-à-vis de Marianne, et sachant qu'il était interdit de faire quoi que ce soit vis-à-vis d'elle, ils ont vite été stoppés, c'est possible, ça se tient. Peut-être que le fait que le révérend Foster ait interdit d'accuser Marianne de quoi que ce soit,
peut-être que ça a bloqué et Harry Price et les Warren. Ce qui est probable, sachant que les événements paranormaux étaient très violents vis-à-vis d'elle spécifiquement et les messages laissés s'adressaient à elle uniquement. Autre point de justification, alors Harry Price, je sais que il a eu plusieurs affaires pendant toute la période de l'affaire du presbytère de Borley, donc il a sûrement gagné en expérience. Les Warren, eux, sachant que les grandes affaires qu'ils ont traitées se sont passées après, je ne saurais pas dire s'ils étaient encore au début de leur carrière. Je suis pas un spécialiste des Warren non plus, peut-être que c'est le cas, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas été très à l'aise à intervenir comme ils le font sur l'affaire de la poupée Annabelle ou le Canfield, ce genre de choses. Je pense que ça peut se justifier de cette manière, le côté un peu débutant de la chose. Peut-être que je me trompe et ils étaient déjà très expérimentés, mais c'est un point que je mets sur la table quand même. Il y a un truc sur Harry Price qui, moi, personnellement, je veux pas dire me chagrine, mais me laisse perplexe. C'est le point où on accuse Harry Price d'avoir peut-être trafiqué certaines découvertes qu'il a pu faire pour aller dans le sens de il y a quelque chose d'étrange qui se passe alors qu'en fait c'était lui qui avait tout inventé. On le soupçonne d'avoir placé les ossements lui-même, les ossements qu'il a découverts sous le plancher. C'est pas quelque chose qui m'a forcément surpris, comme le fait qu'on l'accuse d'avoir menti sur le fameux jet de briques lors de sa dernière visite. C'est qu'Harry Price aurait dans d'autres affaires menti sur certains points. Je pense notamment à une affaire que j'ai traitée il n'y a pas si longtemps, qui concerne une boîte mystérieuse, une boîte laissée par une nonne du nom de Joanna Southcott, une boîte qu'il ne fallait ouvrir sous aucun prétexte sauf en cas d'extrême crise, etc. Cette boîte a été perdue et Harry Price a dit qu'il était en possession de la boîte et il l'a ouverte. Sauf qu'il y a des versions de l'histoire où on dit qu'Harry Price, cette boîte, il l'a créée de lui-même et qu'il n'a jamais été en possession de la réelle boîte qui avait disparu. Donc je me dis qu'il est possible qu'en démontrant dans plusieurs cas la supercherie de certains médiums, qu'il a peut-être réussi à acquérir certaines de leurs compétences, c'est-à-dire qu'il a compris comment faire en sorte de faire croire à des personnes qui n'y connaissent rien qu'on avait des compétences surnaturelles. Il a peut-être perfectionné ces techniques et les a mises en place notamment dans cette affaire du presbytère de Borley. Et c'est pour ça que les familles qui ont vu des événements étranges qu'ils n'avaient jamais vu auparavant, mais qui sont arrivés que quand Harry Price s'est présenté, ont été très surpris. Autre théorie, là ça part vraiment en grosse théorie du complot, peut-être qu'il y a eu un commun accord entre les différents occupants du presbytère de Borley, Harry Price et les Warren. Et aussi le fameux journal qui à chaque fois parlait de cette affaire de presbytère hanté. Peut-être que cet accord consistait à faire croire qu'effectivement il y avait des événements paranormaux, un réel cas de hantise, et parfois des événements même brutaux, violents. On sait que généralement tout ce qui est un peu violent, ça a tendance à attirer le public, la curiosité un peu morbide. Et bien peut-être que le presbytère aurait pu accueillir des touristes et ça aurait profité au commerce de la ville, peut-être que ça aurait pu apporter certains bénéfices, ça aurait apporté aussi des bénéfices vis-à-vis de la notoriété d'Harry Price, si son nom est cité vis-à-vis de l'affaire, ça lui aurait fait une belle pub, pour les Warren également. Le journal, s'il parle de ce cas de hantise, il va peut-être vendre plus de papier. Vous voyez, il y a aussi ça, je pense, qui peut peser dans la balance, sachant qu'en plus, ça peut coller avec ce qui a été dit par des personnes qui ont vécu dans la maison, notamment Marianne, qui dit que c'est elle et son mari qui ont inventé toute l'histoire. Il est possible, je trouve, que toute cette histoire n'ait été inventée que pour faire une gigantesque pub, d'une part pour le presbytère, d'autre part pour les Warren, et à côté Harry Price et le journal qui relatait de toutes les informations vis-à-vis de la hantise du presbytère de Borley. J'ai aussi évidemment des pensées qui me font croire que la hantise du presbytère de Borley est bien réelle. D'un côté, pour la famille Smith qui déménage parce qu'ils sont trop dérangés par les curieux, je me dis que ça colle. J'ai pas grand chose à dire à ce propos-là. Pour la famille Foister, j'ai du mal à me dire que oui, ils auraient tout créé parce que d'un côté, je me dis que c'est trop énorme. Ce serait fou que ce soit vrai qu'ils aient vraiment tout créé de A à Z et qu'ils aient fait ça eux-mêmes. Ils ont vraiment tout réalisé de leurs petites mains, si on peut dire ça comme ça. Mais ça me paraît un peu trop gros, justement. Trop gros pour que ce soit créé par l'homme. Et puis les liens qu'il y a avec la légende du moine et de la nonne, l'histoire de Marie-Laire, tout ça, faut y penser. Donc c'est soit ils sont très créatifs et tout colle, soit ils n'ont juste rien inventé et c'est bien des événements paranormaux qui se sont produits. On peut se dire que Marianne, vu qu'elle a fait toutes ces déclarations en fin de vie, a peut-être eu un moment où elle avait un peu perdu l'esprit et du coup elle a lâché tout ça, mais tout ce qu'elle a dit est complètement faux.
Ou sinon, justement, c'est totalement l'inverse. Étant en fin de vie, elle a eu un sentiment de culpabilité, elle a voulu casser le mystère et révéler tout ce qui s'est passé. Je suis très dubitatif, très perplexe vis-à-vis de cette affaire. Après tout ce que je vous ai raconté, moi quand j'ai découvert l'histoire, avant de voir toutes les controverses, j'étais sur les fesses, hein, je me disais mais c'est une histoire incroyable. Mais c'est vrai que quand on présente justement les contre-arguments vis-à-vis de la hantise et qu'on prend tout ça, et puis en plus on a des révélations non pas par des personnes extérieures, même si on en a, car oui, des personnes extérieures qui n'ont jamais vécu dans le presbytère, des gens du village, ont dit que on leur avait demandé de s'habiller avec une cape et de rôder autour du manoir pour faire croire que c'était des fantômes. Donc en fait il y a plein d'arguments, je trouve, enfin pas plein d'arguments, mais des arguments forts, très plausibles, qui vont dans le sens où en fait, dans ce presbytère, il n'y a rien. Peut-être qu'il y avait juste quelques trucs, des portes qui claquent, etc. qu'on pourrait expliquer, mais qu'on n'arrive jamais vraiment à attribuer à des causes naturelles. Et à partir de ça, c'est toute une histoire qui a été créée. C'est très compliqué, je trouve c'est très complexe. Je pense que chacun peut un peu trouver midi à sa porte. Ceux qui veulent croire au paranormal, qui veulent absolument croire à cette histoire, pourront le faire. Il y a des éléments qui vont clairement dans ce sens-là, et ceux qui sont très terre à terre, qui ne veulent pas y croire et qui pensent qu'il y a forcément une solution rationnelle derrière tout ça, peuvent aussi trouver des arguments qui vont dans cette direction. Donc c'est soit vrai cas de hantise, soit supercherie collective, et quoi qu'il en soit, que ce soit un cas de hantise totalement vrai ou une supercherie, je trouve que l'histoire de ce presbytère de Borlay est une histoire très forte et très intense. Et voilà les amis, on en a fini pour cette histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'essaie de faire du mieux que j'ai pu pour vous présenter une histoire complète, que vous ayez toutes les informations. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo, je pense que ce sera un format assez long. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous partager cette histoire. Quand je tourne cette vidéo, on est le 13 octobre, c'est mon anniversaire. Désolé maman, j'avais dit que je travaillerais pas, mais j'avais fait le script et j'avais envie, donc voilà. Promis, je fais pas le montage aujourd'hui. Peut-être que comme Harry Price, j'ai menti. Ça change un peu de ce que je peux faire habituellement, mais j'aime bien. J'aime bien un peu ce format-là, type documentaire. Si vous voulez me faire un cadeau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un j'aime. Vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans être abonné. J'ai remarqué ça dans mes statistiques récemment. Donc si vous voulez me faire un beau cadeau d'anniversaire, cliquez sur ce petit bouton s'abonner. Ça me donne énormément de force et je remercie tous ceux qui le feront. Je remercie aussi tous ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne et tous ceux qui me suivent. Je vous laisse mon Instagram de nouveau si vous souhaitez aussi me suivre là-bas, si le cœur vous en dit, où j'annonce les vidéos, les différents sujets. Si vous souhaitez me partager une histoire qui vous est arrivée, je vous accueille là-bas avec grand plaisir pour partager peut-être votre histoire dans un futur thread d'horreur abonné. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était un plaisir pour moi de partager cette histoire avec vous. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!